Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast collège football préféré. On se retrouve pour résumer du coup les matchs que nous avons eus lors de la week numéro 9, il me semble. Ou numéro 8, je sais plus. C'est 8. La week numéro 8. On est déjà la week numéro 8, dis donc ça va très vite. Avant de rentrer comme d'hab dans le vif du sujet et vous présenter un peu le même programme qu'on vous propose chaque semaine, je vais vous présenter mes deux acolytes qui sont également les mêmes de chaque semaine. Le premier, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut, on a connu meilleur week-end. On en parlera plus tard. Exactement. C'était un week-end compliqué pour un peu tout le monde, hein, mais comme tu le dis, on en parle plus tard. Et le second, donc c'est toujours le même également. C'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Eh bien, ça va bien. Alors, un tout petit peu mieux que Rosu, parce que nous, on finit quand même par gagner le match, bien difficilement. Mais effectivement, c'était pas très joli à voir ce week-end. C'est vrai que c'est un peu les montagnes russes en ce moment au Texas, hein. Parfois, on fait des matchs écœurants. D'un côté, on nous sort un match incroyable, on se dit c'est reparti. Puis derrière, boum, ça nous remet dans les travers et on recommence. Enfin, comme vous l'avez dit, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Pour les personnes qui prennent le train en marche, j'ai envie de dire, je vais vous rappeler un peu le programme habituel qu'on fait chaque semaine. Donc, dans un premier temps, pour éviter de parler un peu comme tout le monde des matchs qu'il y a pu avoir lors de la week précédente et de vous lire des stats bêtes qui sont déjà sur tous les sites connus, on a décidé de vous le présenter d'une manière un peu différente, donc avec un coup de cœur et un coup de bambou chacun. C'est-à-dire un coup de cœur sur la week, que ce soit un joueur, une équipe ou quoi que ce soit qui est notre coup de cœur, comme son nom l'indique. Et le coup de bambou, c'est la même chose, mais c'est quelque chose qu'on a moins apprécié justement. Et encore une fois, c'est pareil, que ce soit une équipe, un joueur, etc. Donc on vous présente chacun un coup de cœur, chacun un coup de bambou dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, donc là, cette fois-ci, on vous choisit un certain nombre de matchs, au vu un petit peu du timing qu'on a pour ce podcast, où pour nous, c'est les rencontres les plus attendues à voir sur la prochaine week, en sachant qu'on essaye un peu de diversifier aussi et de pas tout le temps prendre dans la même conférence, ou pas tout le temps prendre les mêmes équipes. Après, c'est en fonction de l'actualité et du calendrier de chacun, mais voilà un peu donc le programme qu'on utilise. Habituellement. Et donc, on va commencer directement avec Bertrand et tu vas nous donner ton coup de cœur. Eh bien, mon coup de cœur, du coup, alors un petit peu passer un peu sous les radars parce qu'il joue en division 2 universitaire, même division 3, pardon, division 3. C'est le running back Monty Quinn de l'université de Curry College, donc de division 3, qui a mis un nouveau record assez impressionnant ce week-end parce qu'il a accumulé 522 yards au sol en seulement 20 courses et il a inscrit 7 touchdowns. Donc, juste voilà, pour dire que, bon, je pense qu'en face, la défense était aux abonnés absents, clairement. Il a marqué des touchdowns de 64 yards, 30 yards, 76, 84 yards, 58 yards, 2 yards et 85 yards. Donc, on voit qu'il y en a quand même 5 d'entre eux qui dépassent les 50 yards. Donc, il doit courir un peu vite, le jeune homme, quand même. Un peu plus de 2 heures aussi, je pense. Hein. Voilà. Et du coup, ça fait une moyenne de à peu près par course. Il a fait 26 yards, un peu plus de 26 yards par course. Bon, voilà, son équipe a gagné 71-27 lors de cette journée. C'est un nouveau record universitaire qui était établi depuis 2014 par le running back Cartel Brooks, qui était de Heidelberg University, qui avait fait 465 yards en un match. Voilà, là, on est passé à 522. C'est énorme, autant dire que je pense que c'est lui qui a fait à peu près tous les jeux. Je pense qu'il a marché littéralement sur la tronche de la défense en face. Bon voilà, ça reste de la division 3, mais c'est n'empêche assez impressionnant pour être signalé quand même 522 yards sur un match et 7 touchdowns, c'est pas rien. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du week-end et le nouveau record NCAA qui est établi, qui je le pense va tenir un peu longtemps celui-là. Tout à fait. C'est top justement de mettre certains joueurs en lumière personne ne les connaît, mais juste par rapport à ce genre de stats, comme tu l'as dit, alors ok, c'est en troisième division, mais par contre, je pense qu'il faut déjà avoir un certain level pour faire quand même ce genre de stats et faire plus de 500 yards à la course, même en troisième division. Ça reste quand même championnat universitaire américain, donc c'est pas non plus un niveau de base. Donc c'est bien d'avoir relevé cette stat et cette performance en tout cas. On va en brancher directement sur toi, Rosu, si tu peux nous parler de ton coup de bambou, toi.
Ah, bah, ça va être un long coup de bambou, du coup, Ouais, pour compenser La le, rapidité de exactement. beaucoup de joueurs. le coup de cœur un peu court de Bertrand. Moi, mon coup de bambou, je l'ai appelé le Palmetto State, qui est le surnom qu'on donne à la Caroline du Sud. Euh, donc, j'ai mis l'État parce qu'en fait, ça concerne à la fois South Carolina et Clemson. Deux équipes qu'on attendait parmi les favoris au début de l'année. Donc, on se disait que South Carolina, c'était un État qui était plutôt bien loti niveau football. Euh, que nenni, j'ai envie de vous dire, parce que saison calamiteuse pour les deux équipes, d'autant plus compte tenu des ambitions de chaque équipe. Mm. Euh, je vais commencer par South Carolina. South Carolina qui s'est fait découper contre Oklahoma ce week-end à domicile de façon absolument honteuse. Euh, le public de South Carolina, dont je faisais partie, malheureusement, euh, qui a exprimé un petit peu son ras-le-bol à la mi-temps devant un play calling dégueulasse. Et surtout, une ligne offensive qui est vraiment catastrophique. Et en particulier, il y en a un que je vais mettre, c'est le centre Boaz Stanley qui est venu en transfert. Franchement, le gars, il bloque rien du tout, quoi. Alors, autant que les D-line d'Oklahoma, on savait qu'ils étaient bons. Donc, bon, à la limite, ça peut un peu jouer. Mais non, là, à ce niveau-là, franchement, j'aurais pris n'importe quel gros lard dans les tribunes pour le foot au centre. Ça aurait été mieux que ça. Franchement, c'est impossible. C'est aussi bidon, quoi. Ça passait à travers comme je ne sais quoi. Donc, du coup, bah, les statistiques à la course sont absolument pathétiques. 54 yards. Euh, 54 yards. Tenté, voilà, ils ont fait un peu la même que Kentucky face à Texas en OT. Ils étaient à 2 yards du touchdown. Et ils se retrouvent en 4 tentatives à réussir à la bouffer, à sortir avec rien. Donc vraiment difficile. Et puis Sellers, voilà, Sellers à la passe même, il fait 17 sur 25, il fait que 124 yards. Donc c'est vraiment voilà, ridicule, sachant qu'il y a une longue passe au moins dans le lot. Donc vraiment difficile. Pas grand-chose à sauver de ce match. Même la défense se sont fait bouffer en première mi-temps. C'était un peu mieux après en deuxième. Et Oklahoma, voilà, qui a misé sur ses forces. Et voilà, Judge Collier, par exemple, qui était attendu comme étant un bon corner, qui était un bon corner, hein, mais qui était blessé pas mal tout début de saison, là, qui a joué, qui s'est fait target voilà, tout le match. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, euh, donc très très difficile. Et là, pour le coup, voilà, ils avaient viré le coach de ligne offensive euh, enfin la semaine dernière, après le match contre LSU. Bon, là, c'est pas beaucoup mieux, mais on va dire qu'il essayait peut-être des nouvelles choses, mais enfin, faut arrêter. Et, euh, et là, malheureusement, je pense que là, on est tombé au fond du trou. Réception d'Alabama ce week-end en plus. Il y a moyen que ce soit Une boucherie. ugly, comme dirait un ami américain. Donc on va voir ce que ça va donner. Seule satisfaction, on a vu le jeune Cutter Woods, pro freshman quarterback, rentrer à la fin du match quand c'était cuit. Et qui nous a fait un bon petit drive. Alors je sais pas pourquoi, c'est tout le match, ils ont rien foutu à la passe. Et puis ils font rentrer le freshman et on se dit tiens, on va faire des petites passes genre de 10-15 yards. Bah, et puis ça passait à tous les coups. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il attendait d'avant? Je n'en sais rien. Bref, donc il a fait un bon drive. À la fin, il était un peu gourmand. Il s'est fait intercepter en se faisant éclater, évidemment, parce qu'on lui courait dessus. Euh, donc, bon, il a fait une passe un peu longue et il s'est fait intercepter. Mais bon, franchement, en tout cas, il a bien joué de ce qu'il a fait. Donc, c'était bien de le voir. Euh, et voilà, Jaden Sellers qui fait 6 réceptions. Bah, justement, pas mal sur le dernier drive parce que ça faisait jouer un peu les backups. Donc, donc Jaden Sellers, qui est le frère de l'autre.
Voilà. Bon, l'autre, je pense que lui, Il va faire une saison il est, encore chez vous, hein, je pense. il est dépité aussi, hein, à mon avis, Mm. parce que franchement, moi déjà, je trouve que à la passe, tu vois qu'il hésite de trop. Tu sens qu'il va Mm. lancer et qu'il finalement il lance pas. Et après, il commence à courir un peu dans tous les sens. Alors, il est très bon pour ça, mais bon, c'est clairement pas le game plan. Donc voilà, à la passe, il manque quand même quelque chose. Voilà, et en plus, il a pas de line pour lui laisser un minimum de temps. Donc, très difficile. Voilà. Voilà, aussi, en plus, à un moment, on tente une quatrième tentative avec le punter pour faire une passe. Ouais, les mecs, ils nous attendaient à 10 kilomètres. Ça se voyait que les types, ils étaient un peu en mode défense plutôt qu'en mode retour de punt, tu vois, limite. Donc, voilà, il s'est fait intercepter le punter, évidemment. Enfin, franchement, c'était la bérésina totale. Et donc, pour ne pas parler que de South Carolina au fond du seau, j'ai ajouté aussi Clemson parce que bon, ça nous réconforte un petit peu. Clemson qui jouait sans son quarterback qui est blessé, Cade Klubnik, et qui jouait avec Christopher Vizina, le backup qui a fait un match somme toute à peu près correct, hein, enfin même plutôt pas mal. Mm. 317 yards, 3 TD, aucune interception, donc pas mal, pas un pourcentage de fou, mais enfin pas mal. Mais Ouais, c'est enfin, correct. ça n'a pas suffi parce qu'ils ils se sont fait dépouiller à domicile par SMU. Il faut savoir que l'année dernière, la finale du championnat SEC, c'était justement SMU-Clemson. Et Mm. Clemson avait complètement détruit SMU. Mhm. Donc c'était la première saison en SEC d'ailleurs. Ils l'auront Et rendu. là, voilà, et là, ils leur ont bien rendu. Donc voilà, Clemson qui trouve pas la solution non plus, hein. Voilà, en attaque, ça reste un peu léger, et puis la défense tient pas non plus plus que ça. On s'attendait voilà, pour la week 14 avec le, justement le Palmetto Bowl, Clemson South Carolina, qui a lieu tous les ans justement dans le dernier match. On s'attendait à The Game qui allait définir éventuellement qui irait en playoff, qui irait pas. Et ben là, franchement, C'est si raté, déjà on hein. se retrouve avec si ça décide qui va en bowl, qui y va pas, ce sera déjà beau. Ça va surtout décider quel coach va se faire virer ou non en fonction de la saison jusque-là. Ouais, je pense que le coach de South Carolina, moi, je l'aime bien personnellement. Bon, Oui, oui, moi aussi. là, il était un peu vénère, mais par contre, ouais, je pense que l'offensive coordinator Mike Shula, donc c'est sa première année en offensive coordinator à South Carolina. Celui qui était là l'année dernière, il est parti pour être le head coach de App State, Appalachian State. Mais bon, lui, voilà, je pense que voilà, il est trop NFL dans sa tête, il est pas du tout assez college et voilà, il s'entête à faire des trucs qui passent pas, donc voilà, faut arrêter le délire, à mon avis. Donc, Faut bien faire aussi je pense, la différence entre les deux parce que au départ, Clemson était quand même, je pense, bien plus armé que South Carolina et qui faisait quand même partie des favoris pour le titre. Ils ont chuté déjà bien ils plus ont tôt. surtout pas le même calendrier, quoi, parce que Et South justement, Carolina, si t'es et un j'allais peu en faible, venir. tu sais que tu te fais dépouiller. Le problème, c'est que déjà, ils n'avaient pas le même roster, ils n'avaient pas les mêmes ambitions, et derrière, comme tu dis, ils n'avaient pas le même calendrier. Malheureusement, South Carolina, ça tombe au pire des moments, mais est-ce que c'est pas aussi à cause du calendrier? Parce qu'ils ont enchaîné du coup LSU, Oklahoma, qui n'était pas facile, et Ouais, mais derrière, ils ils étaient mauvais terminent avec. déjà au début de la saison contre Ouais. des petites équipes, donc je pense que voilà, c'est pas. Bah, après, ils ont pris Vanderbilt. Les défaites, c'est Vanderbilt, Missouri. Ça reste quand même des matchs qui. Enfin, c'est des matchs qui pourraient être logiques à perdre. C'est pas non plus des surprises. Ouais, non, ils ont perdu que contre des équipes top 15, Bah hein, je ouais. crois, hein. Et après, Mais t'enchaînes bon, LSU, ils Oklahoma, jouent que ça, Alabama, donc Ole c'est Miss, ça. Texas A&M. Ouais, ouais, Compliqué. non, mais Derrière, Clemson, Clemson, ils ont perdu contre LSU, là, le premier match qu'on a été surpris. Après, derrière, ils ont perdu contre SMU. Ils ont Florida State qui est pas non plus au top. Et Louisville. Donc, c'est pas non plus. Voilà, il y a quand même une grosse différentielle entre les deux calendriers, hein. Malgré ça, ouais. malgré ça, les deux, ils sont à peu près au même stade. Oui, c'est bien plus inquiétant du côté de Clemson, effectivement, que du côté de South Carolina, même si effectivement, enfin, j'entends la déception, hein, parce que effectivement, quand on a de grandes attentes en début de saison et puis un potentiel qui est pas trop exploité, enfin, on vit ça aussi un peu au Texas, On y par est, j'allais exemple, dire, on n'y est pas loin aussi, hein. même si nous, on n'a pas perdu contre Oklahoma. Ouais.
Ah, c'est parce qu'on prend des pics Ouais, depuis le nous, début de la saison, donc on va on a pouvoir en éclaté lancer. Kentucky, hein, si tu veux. Ouais. On n'a pas perdu contre Kentucky, donc ça va. Pour le moment, en vrai, nous, c'est notre défense qui nous sauve. C'est Ah grâce bah à la heureusement défense qu'elle qu'on est là, gagne le parce match. qu'on prendrait des sacrés piles, sinon, On va pas se clairement. mentir, parce Non, qu'offensivement, non, ça bah, ça recommence. serait catastrophique sinon. Mais effectivement, enfin voilà, pour Clemson, c'est bien plus interrogeant sur la gestion du groupe, sur L'avenir, l'équipe, ouais. sur le coaching. Je pense que Dabo Swinney, il a un peu quand même s'il a fait quelques sorties un petit peu rocambolesques dans les médias en disant bah, vous en avez marre de gagner, parce qu'effectivement, il fait des saisons plutôt correctes depuis quelques années. Sauf C'est que moins qu'on puisse Clemson, dire. voilà. Mais Clemson voilà, attend toujours un certain niveau et puis de jouer le championnat quasiment tous les ans. Et là, sur le papier, ils avaient ce qu'il fallait pour jouer. Enfin, normalement, on y croyait tous en tout cas, de pouvoir jouer le haut du tableau. Et là, ils sont plus effectivement à essayer de pas être submergés par la vague. Donc, ça pose quand même plus de questions. Après, la difficulté à South Carolina, c'est que effectivement, si ça marche pas mieux, tu vas te faire dépouiller à la saison des transferts et que ça on repart sur une équipe en reconstruction après. Ouais, ce qui est surtout dommage, c'est effectivement de gâcher la Norris Sellers. Mais en même temps, il n'est pas complètement étranger au fait qu'on n'est pas aussi bon Oui, que prévu, hein. c'est ça. Pour le coup, lui, il est quand Ouais. même moins bon que la fin de l'année dernière. Mm. Donc ouais, il n'est pas complètement innocent là-dedans non plus. Donc voilà, on le donnait first round pick. Là, franchement, à mon avis, c'est quand même très très Ça a chuté, prématuré, hein. ouais. Mm. Oui, Ouais. je pense qu'il sera encore la saison prochaine. Je sais pas ce que tu en penses. Au vu en plus des matchs qu'il y a derrière, je ne verrais pas pour lui l'intérêt d'aller se présenter. Bah, sauf s'il se réveille, mais effectivement, ça me paraît compliqué de se lancer en NFL avec ce niveau-là, en tout cas avec cette saison-là et ces stats-là aujourd'hui, parce que les scouts NFL et en draft, c'est clairement, on va regarder les statistiques. Mais après, c'est assez risqué péril, parce qu'il peut faire encore pire l'année prochaine. Donc, Bah, voilà, après, comme tu dis, en fait, ça à réfléchir parce que déjà en soi, il n'y a pas vraiment de quarterback qui sort du lot. Il n'y en a aucun qui affirme vraiment et qui montre, qui était annoncé et qui prouve. La plupart, je trouve qu'ils étaient annoncés assez haut, ils sont tous très moyens ou même très mauvais. Donc il y a ça qui joue du coup. Et en même temps, je pense que c'est une des saisons prochaines où il y a un maximum de franchises NFL qui vont chercher un quarterback. J'ai pas la liste sous les yeux, mais potentiellement les Saints pourraient chercher un quarterback. Ils ont déjà bouffé Euh, un de second round pick pour rien l'année dernière. Donc, faut ouais, peut-être arrêter maintenant. mais potentiellement, ils seraient quand même à la recherche. T'as les Riders aussi qui rechercheraient. T'as les Cowboys qui vont commencer à réfléchir parce que Prescott il fait les stats, mais il commence à être vieux. T'as les Giants, ok, t'as Dart, mais pour Ouais, moi, ils c'est pas viennent un de QB l'avoir, là. de. Ouais, mais il est pas annoncé comme un QB d'avenir. Si t'as potentiellement un autre QB, tu pourrais vouloir prendre quelqu'un. Les Jets, c'est la même chose. Justin Fields, ils pourraient les chercher. On a déjà 5 équipes. Les Steelers, ils ont Aaron Rodgers qui a plus de 40 ans. Ça les fait une équipe en Titans plus aussi, à qui chercher. sont pas super contents Bah, pour le moment, ouais. Les Cardinals, au bout d'un moment, Kyler Murray, il va commencer à sauter aussi. Bon, le Falcons, je pense qu'ils ont trouvé le truc. Baltimore, les Panthers avec Bryce Young, ça risque d'être un peu compliqué aussi. Les Browns, c'est Dylan Ouais. Gabriel pour le moment qui est titu. Mais ils recrutent 5 QB par draft, donc Ouais. forcément, ils ont du choix, quoi. D'accord. Et les Colts, pareil, les Colts, c'est pour l'instant notre ami Daniel Jones, qui est pas non plus exceptionnel, mais qui fait bonne saison. Mais bon, soit, ça montre quand même qu'il y a énormément d'équipes qui vont être à la recherche d'un QB, d'un franchise QB, comme on dit. Alors, est-ce que ça joue pas aussi dans le fait de, je sais pas, peut-être que Sellers va nous faire 2-3 bons matchs à la fin. Il va ressortir un petit peu du lot par rapport aux autres, et puis ça va lui permettre d'avoir un contrat et d'avoir une bonne franchise en NFL. Je sais pas, ça va voir, on verra Ouais, comment moi, les matchs vont se dérouler. je trouve qu'il est il est quand même beaucoup moins bon. T'as l'impression qu'on n'est jamais foutu de faire des petites passes de 6-7 yards juste On a le même problème, pour faire t'inquiète, des first c'est ce que down. c'est. Ouais. Donc, c'est quand même un problème, hein. Parce qu'à chaque fois, il sauve la baraque en courant à droite à gauche. Ouais. Mais c'est pas ça le play. C'est quand même pas normal de pas arriver à faire au moins des passes courtes. Surtout quand en plus, là, je vois, déjà, il y a beaucoup de médias un peu YouTube ou podcast ou quoi, même des médias professionnels qui suivent chaque équipe universitaire.
Je vois justement sur South Carolina, t'as des mecs ils montent des clips justement où tu vois que voilà, t'es en 3e et 1, t'as deux receveurs sur un côté, les deux DB, ils sont genre, ils leur laissent 10-15 yards de marge. C'est-à-dire, fais un RPO et puis gagne ton yard, quoi. C'est quand même ouf, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pas normal d'avoir quand il y a des trucs faciles, voilà, c'est pas normal de les rater. À un moment, je disais justement quand je t'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient raté une 4e tentative à 2 yards de la ligne, euh, t'as un corner qui fait 5-10 et t'as Nick Arbor. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire une course? Là, tu la mets en l'air et qu'est-ce qu'il va faire, le mec? Franchement, rien du tout, quoi. Enfin, Les joueurs qui à sont un pas moment, confiance. à un moment donné, il faut aussi que voilà, Faut jouer sur les faut, forces. faut un peu réfléchir, quoi. Tu vois que t'arrives à rien en plus à la course et tu vas faire ça alors que t'as un avantage de taille énorme. Genre le mec il te met quasiment 30 centimètres dans la tronche. Dire mais une balle en l'air et puis basta, quoi. Franchement, c'est dingue. Donc Je bon. pense que ton discours, j'arrive pas à savoir si t'es en train de parler de Texas ou de South Carolina, là. Franchement, j'ai l'impression qu'en attaque, on a les Allez. mêmes problèmes, c'est incroyable. Un petit C'est coup la de même chose, il n'y a couteau pas qui de passe comme O-line, ça. il n'y a pas de on sait pas faire les petites passes intermédiaires, on n'a aucun jeu sûr. Moi, c'est ça le truc qui me dérange le plus, c'est les mecs, ils entraînement tous les jours, ils travaillent les jeux à chaque fois. Chaque équipe a ses jeux, ces petits jeux que tu sais, voilà, tu as besoin de 4-5 yards ou 5-6, tu sais quel jeu annoncer. Tu sais que celui-là il passe sur tel joueur, le jeu facile que tu envoies. Et ben j'ai l'impression qu'on n'a aucun jeu référence comme ça. Et South Carolina, c'est la même chose. Et il n'y a aucun receveur qui arrive à battre son vis-à-vis. Comme tu dis, il leur laisse le dire tranquille parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à faire la différence. Ouais, mais quand il te laisse 10 yards, tu peux faire une passe où le mec il Ah va un bah, yard devant et puis ça va, quoi. ouais, Oui, Tu c'est vois? ça. ouais. Un peu Mais rapide, quoi. faut qu'elle soit précise et qu'elle arrive à temps et qu'ils se prennent pas une grosse pression derrière parce que Bah t'as pas déjà, de faut la line. tenter déjà pour commencer. Ouais, il faut Oui. attendre, ouais. Déjà, faut la tester, effectivement. Ouais. Au moins pour savoir si ça marche. Ah bah ça, les appels de jeu aussi, on est dans la même galère. Hein. Je pense qu'on a le Ouais. même problème aussi. Mais bon, on va avancer parce qu'on va essayer de parler un peu de choses un peu plus joyeuses. Et justement, je vais arriver C'est la sur déprime ce week-end. Exactement. Mais je vais arriver sur mon coup de cœur parce que mon coup de cœur, c'est un très beau coup de cœur. J'ai longtemps hésité à choisir ce que je voulais enfin, comment le préciser parce que j'ai vu un très beau match et au final, je vais parler du match au global entre Ole Miss et Georgia, euh, qui sont deux équipes qui étaient, au vu de leur début de saison, prétendantes au titre, avec Ole Miss, pour rappel, qui était invaincu en 6-0 et Georgia qui était eux en 6-1 et qu'ils avaient perdu, je ne me souviens plus contre qui. Je vais regarder brièvement contre Alabama, c'est vrai. Ils avaient perdu 24-21, donc en plus c'était un match assez serré. Et en fait, j'ai vu, donc pour les amateurs de grosses défenses, c'est pas du tout le genre de match qu'il fallait voir. C'est plutôt justement ceux qui sont amateurs de jeu offensif. Avec Georgia qui gagne finalement 43-35. Ça a été un mano à mano tout le long du match, avec Ole Miss qui avait tout le temps un peu l'avantage dans cette rencontre, qui jouait pourtant à l'extérieur. Et malheureusement, je vais utiliser le terme craqué, mais pas vraiment craqué, mais ils ont un peu lâché dans le 4e quart-temps, où ils ont plus su avancer. Le stade a aidé aussi pour beaucoup. Et derrière, Stockton qui finit le travail pour donner la victoire à Georgia. À force de regarder des matchs de Texas et de voir la pauvreté offensive qu'on a, ça fait du bien de temps en temps de voir ce genre de match avec justement des head coachs des coordinateurs qui appellent les bons jeux au bon moment, une bonne variété de chaque côté, hein, que ce soit à la passe, à la course, le QB qui court, certains jeux un peu créatifs sortis de nulle part. Au bon moment, c'était vraiment plaisant à regarder et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Donc je ne sais pas, vous qui nous écoutez, si vous avez aussi regardé le match-là, je pense que vous avez dû prendre aussi pas mal de plaisir. Et ça fait du bien aussi de temps en temps de regarder des matchs sans vraiment être fan particulièrement d'une équipe, juste de regarder comme ça et d'être un peu neutre. Je trouve qu'on prend parfois encore plus de plaisir justement à regarder des équipes comme ça. Et avec ce duel à distance de QB qui se démarque pas trop comme on a pu discuter, et ben notre ami Stockton, je trouve qu'il marque des points parce qu'il fait un bon début de saison. Il a fait un match taille patron, je trouve, face à une équipe qui était invaincue quand même, je le rappelle.
J'ai ses stats sous les yeux, donc il nous a mis 289 yards à la passe, donc à 26 sur 31, donc très très propre. Il a mis 4 TD, 0 interception. Et en plus de ça, il a couru, je ne sais plus pour combien de yards. Alors attendez, je vais vous retrouver ça tout de 59. suite. Voilà, Il a fait 10 portées et 59 voilà, yards il a et un ajouté TD. 59 yards en plus et un TD donc à la course. Il a su distribuer pour un peu tout le monde. Évidemment, il y a Branch qui est sorti un peu du lot, leur receveur numéro 1, qui a fait un très bon match aussi. Il y a également les deux Tiden. Je me souviens plus le nom du Tiden remplaçant, j'ai trouvé impressionnant aussi. Je vais essayer de vous retrouver son nom en rapide. C'est l'ami Lucky. Lawson Lucky. Exactement, qui fait un très très bon match. Franchement, j'ai vu un match super sympa. Je ne sais pas si jamais vous avez eu, si vous l'avez regardé également, vous deux, mais en tout cas, c'était intéressant. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou pas dessus. Rosu ou Bertrand? Non, pas spécialement. Non. Moi, je suis juste un peu déçu par Ole Miss parce qu'effectivement, ils ont craqué dans le dernier, dans le dernier quart-temps. Et comme je l'avais fait la semaine dernière, un peu en coup de cœur, c'est ce côté un peu college football qu'on aime bien, qui sort un peu de nulle part. C'est la belle histoire. Alors, enfin, qui sort de nulle part, pas tout à fait, mais qui ne sont pas des très grosses écuries comme on peut parler de Texas, de Bama, de Georgia, enfin de Oregon, Ohio State, tout ça. Enfin voilà, on va dire qu'ils sont un peu en deuxième partie de tableau et qu'il a du coup rate le coche un petit peu sur le dernier quart-temps, de créer encore une plus belle histoire et puis d'être ils le sont toujours, hein, pour la peine, d'être un prétendant pour aller chercher ou titiller les plus gros en play-off. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est toujours pareil. Georgia arrive à se sortir des gros matchs un peu pièges comme ça à domicile. Hein, ils n'avaient pas trop réussi contre Alabama et là du coup ils se reprennent bien. C'est vrai que ça joue bien, c'est des grosses attaques et puis c'est Georgia, la défense arrive à se remettre en route quand il faut au bon moment. Empêcher Ole Miss de mettre ne serait-ce qu'un seul point dans le quatrième quart-temps, ça reste une belle performance pour la défense, même si tout le reste, les 3 premiers quart-temps, c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est 2 grosses équipes. C'est vrai que c'était un superbe match. Alors moi, j'ai vu que le condensé pour la peine, mais ne serait-ce que le condensé, c'est vrai que ça fait plaisir à regarder. Et voilà, c'est vrai que ça fait du bien. C'est le college football qu'on aime bien, c'est spectaculaire, il y a une grosse ambiance, ça joue bien des deux côtés. Effectivement, il ne faut pas être un gros fan des défenses parce que voilà, c'est un peu plus léger. On a des scores un peu fleuves, mais voilà, c'est joli. Et Ole Miss, je pense que voilà, ils ont quelque chose à jouer cette année, ils ont une surprise à aller faire parce que tenir la dragée à Georgia chez eux, c'est pas rien non plus, même si ça finit un peu mal sur l'ensemble du match. C'est quand même une sacrée performance que d'aller les chercher, quoi. Tout à fait. Tu vas pouvoir justement enchaîner directement, comme ça c'est fait, sur ton coup de bambou. Eh ben moi, mon coup de bambou, c'est pour le limogeage du head coach des Florida Gators, donc Bill Napier. Chose assez rare, il se fait limoger après une victoire. Alors certes, pas une jolie victoire, hein, on va pas se mentir, il gagne de 3 points contre Mississippi State. Mais voilà, ça fait 2 ans et demi qu'il était là. Il a un record qui est quand même pas très... 22 victoires et pour 23 défaites. On attend mieux pour le programme des Gators. Je pense que clairement, moi, c'est un coach que j'aime encore bien. Je crois que c'est un bon manager de programme, sauf que il paye un peu ce dont on parle aussi tout à l'heure, hein, beaucoup de pas avoir voulu déléguer le play calling, parce qu'il fait des play calling excusez-moi du terme, mais vraiment de merde. Il fait toujours ces vieilles petites passes sur le côté, mais comme peut faire le coach de Texas des fois, où on sait que ça n'avance pas, des espèces de screen pass comme ça qui sont lisibles à 20 km et 20 minutes avant. Et c'est dommage parce qu'il avait réussi quand même à construire sur le papier, pareil, une belle équipe avec DJ Lagoué, hein, pour lequel on attendait aussi pas mal de choses, qui montre pas trop de belles choses cette année aussi. Ça reste une équipe solide. Je rappelle qu'ils ont battu Texas à domicile, hein, et puis d'une manière dont on s'en souvient encore. Ça fait encore un peu mal aux fesses d'y repenser. Donc, bon, voilà. À voir la suite. Je trouve ça un peu dommage pour lui, parce que voilà, finir sur une victoire. Alors, bon, certes, pour lui, il y a un goût de mieux, on va dire. Mais bon, la manière n'était pas là, clairement pas. Normalement, c'était aussi à domicile. C'était son dernier match. Ils entrent en bail.
Ils ont nommé le coach remplaçant, je crois, de mémoire en intérim. Enfin voilà, c'est Billy Gonzalez qui était l'assistant, enfin qui était le coach des receveurs et du coup qui prend la place d'intérim. Moi, je suis pas sûr que ça change grand-chose de toute façon. Il risque d'y avoir beaucoup de changements d'ici la fin de la saison ou à l'intersaison pour les Gators. Voilà. Après, c'est aussi dans la manière dont ça a été fait le coup de bambou, parce que dès le début de la saison, il y a eu des vilaines défaites du côté des Ouais. Gators. Et le directeur sportif a fait un beau communiqué de presse pour dire on continue avec Napier, on a confiance en lui jusqu'à la fin de la saison, vous inquiétez pas, machin, boum, 5 matchs après, merci, au revoir. Bon, on sait bien que le college football, ça va vite, mais d'avoir des principes moraux quand on annonce qu'on fait confiance à quelqu'un jusqu'à la fin de la Malheureusement, ouais, saison, ça dans le sport. ça serait peut-être un peu bien aussi. Mm. Donc voilà, il y a tout ça que je trouve un peu dommage qui fait que ça soit mon coup de bambou du week-end. Top. Et donc, du coup, juste pour conclure et pour terminer, en plus de ça, ils n'ont pas un calendrier hyper simple non plus. Oh, c'est sûr. Avec direct derrière de jouer face à Georgia. Et ils ont Kentucky, Ole Miss, Tennessee, Florida State. En sachant qu'au vu de ce qu'ils produisent, Florida State, ça va être un match 50-50 aussi. Ça reste une fin de saison assez compliquée pour eux en tout cas. Pour retourner un peu dans le positif, du coup, on va aller vers toi, Rosu, pour que tu nous parles de ton coup de cœur. Ouais, juste, je vais faire un petit mot sur Ah, le vas-y. coup de bambou de Bertrand. En fait, déjà la semaine dernière, dans les médias américains, il disait qu'il serait viré de toute façon après le match de dimanche, parce que Florida, ils ont une bye week qui arrive là. Donc c'était un peu le moment, donc ils l'ont laissé là, mais c'était déjà plus ou moins annoncé que quel que soit le résultat contre Mississippi State, il sauterait. Euh, voilà, dans les mêmes médias, justement, ils annoncent que, voilà, que Florida, apparemment, il serait chaud sur Lane Kiffin des Ole Miss, à voir s'ils arrivent à le faire bouger, donc ça va être difficile. Ou sinon, le head coach de Missouri pour l'instant, Eli Drinkwitz. Euh, mais pareil, voilà, les deux, c'est que c'est pas forcément évident de les bouger, donc j'espère qu'ils ont quand même un plan assez sérieux, parce que sinon, ça rend effectivement le limogeage un peu naze si au final Ils ont ils un se font derrière. planter, ils se font planter par les coachs qui visent. Donc, bon. Alors, ils vont aller nous chercher Tim Thibault au pire. Voilà. Ce serait Voilà. sympa pour eux, mais bon. Alors, je suis pas sûr qu'il soit très très compétent en coaching pour la peine. Je pense qu'il peut venir peut-être pour Ouais. faire la motivation Pour dans les sortir, ouais. vestiaires, Ouais. ou peut-être qu'il a passé, ou alors peut-être dans le coaching staff, hein, parce qu'il voilà, il a jamais eu de. Ils aiment bien Enfin, ramener des anciens souvent. c'est- Ouais. voilà, ça reste une légende des Gators. Il les a amenés quand même assez loin. Il leur a fait gagner un championnat national. Voilà, c'est important. Bon, ouais, quand on écoute les fans, il faudrait faire revenir Urban Meyer ou Nick Saban. Hein, voilà, forcément, ils aimeraient bien. Bon, je crois pas que ni l'un ni l'autre n'ait très envie de sortir de leur retraite assez Bien sûr. Ouais. confortable. Donc, effectivement, voilà, tout ça est un peu, voilà, c'est un peu dommage, notamment pour Bill Napier, qui a quand même montré de bonnes choses. Et puis la manière dont ça s'est fait, qui, voilà, moi je trouve un petit peu. Mais ça, c'est mon côté, vous connaissez maintenant, un peu romantique, un peu rocambolesque. J'aime bien quand les valeurs morales sont un peu respectées. On le sait, ça. Je trouve dommage d'annoncer, on lui fait confiance, et puis en fait, d'être sûr que 4 matchs après, il va être viré, quoi. Malgré les résultats. Malheureusement, c'est ça, malheureusement, le monde du sport professionnel, C'est ça. ça arrive très souvent. Bah vas-y, du coup, Rosu, tu peux embrayer quand tu es Ouais, prêt. bah du coup, mon coup de cœur, c'était pour BYU. J'ai pas vu spécialement les matchs de l'après-midi parce que j'étais à South Carolina, donc un peu plus dur. Mais le soir, du coup, j'ai pu profiter de mon multiscreen parce que j'avais le PC, j'avais la télé La coupée avec totale. le YouTube TV, avec tous les matchs. Donc j'ai pu suivre un peu tout ce qui se passait samedi soir. Et franchement, c'est plutôt le match de BYU contre Utah qui m'a le plus intéressé. Même s'il y avait un USC Notre-Dame assez sympa aussi Tout à fait. Ouais. en même temps. Mais ouais, BYU, ils m'ont fait plaisir. BYU qui sont du coup toujours invaincus, hein. Ils sont 7-0 BYU après cette victoire contre Utah. Et j'ai bien aimé la façon dont ils se sont battus, ces deux équipes. C'était un match assez sympa. Voilà, le quatrième quart-temps qui finit avec 14 points pour Utah et 14 points pour BYU. Donc c'était assez chaud. Le reste, c'était
c'était assez sympa. Il y a eu quelques big plays et surtout, celui que je voulais mettre en lumière, c'était le quarterback de BYU. euh, B, donc son prénom c'est BR, comme un ours, et Bachmeier. Un Voilà, c'est un sacré nom. quarterback. En plus, déjà, il porte le numéro 47, donc c'est assez, assez rigolo. Et franchement, il a fait un bon match et surtout, enfin, il lance et aussi il court. Il Pourtant, est bien bon, couru, il ouais. n'est pas si athlétique que ça, on va dire. Mais enfin, c'est quand même une belle bête. Mais en tout cas, voilà, ça se battait pour son université. On sentait que, voilà, avec le public, ça mettait une grosse ambiance dans le stade et il s'est bien battu. Il a fait une course assez folle où il est contacté plusieurs fois, il reste debout et il avance et finalement il va marquer le dernier touchdown un peu décisif. Donc c'était vraiment un final sympa. Et voilà, BYU qui sont en tête de la Big 12 pour l'instant et qui peuvent avoir une vraie chance. BYU, c'est pas une énormissime université, mais Non. c'est une université bien particulière. Donc BYU, c'est pour Brigham Young University. Je ne sais pas si les auditeurs de notre podcast savent qui est Brigham Young, mais c'est un peu le Jésus des Mormons, on va dire, pour simplifier grandement. Donc ouais, c'est une fac assez particulière à ce niveau-là. Et par exemple, Taysom Hill des Saints, qui a été quarterback de BYU justement, après son temps à BYU, ou pendant son temps à BYU, il est parti faire 2 ans euh, comment ça s'appelle? Euh, De pèlerinage. non, d'essayer d'aller convertir des gens, je sais pas où, je crois qu'il était en Amérique du Sud. Ah ouais? Ah oui, Euh, de mission caritative. ouais, non, enfin, Mm. non, Ah, c'est pas caritatif, oui, ouais, c'est c'est pour des prêcher la missionnaires. bonne parole. Ouais, Voilà, c'est des Voilà, pour, missionnaires. pour, pour apporter la bonne parole, effectivement. c'est évangéliste, ça. Euh, Oui. Bah, non, enfin, Non, en tous les l'occurrence, trucs non, mais américains, ils sont un peu comme ça. Ouais. Mais ouais, enfin, du coup, c'est quand même assez fou de voir ça. Et par exemple, Taysom Hill, bah, il a fait ça. Donc, c'est pour ça qu'il arrive à un NFL assez tard. c'est tard. Oui. Donc voilà, c'est des profils des joueurs qui sont pas toujours ceux qu'on voit habituellement en college football. Ils ont aussi pas mal de mecs qui viennent de genre Hawaï ou des trucs comme ça. Enfin, des bons mecs du Pacifique, des bons Gold Des Goats îles, sur ouais. leur ligne. Un peu comme Utah d'ailleurs. Euh, Mm. donc, euh, donc voilà, c'était assez sympa de voir ça. Et puis voilà, ils ont fait aussi un petit trick play assez sympa avec un de leurs receveurs qui est pareil, qui est super rapide, mais qui est tout petit, enfin assez petit, on va dire, et qui court super vite. Apparemment, il a fait des super temps en athlétisme. Et ça s'est vu aussi. Donc bref, c'était un match Très super plaisant, sympa à ouais. suivre, en tout cas, ouais. Et un stade blindé jusqu'au bout, donc c'était cool. Et donc, comme tu l'as dit, pour rester sur BU, du coup, comme c'était ton coup de cœur, ils sont pour l'instant 7-0. Derrière, ils ont une fin de saison qui reste assez compliquée quand même, avec des matchs face à Iowa State, Texas Tech, TCU, Cincinnati et UCF. Pour le moment, ils sont en 7-0. Tu les vois finir comment, toi, Rosu? Bah, Au vu des franchement, rencontres qu'ils ont derrière, ils en prennent quoi sur les 5, ils en prennent 2, 3, tu penses? ben, je sais pas, franchement, pour l'instant, ils sont bien partis en tout cas, hein. Puis il a l'air d'avoir Mm. une bonne mentalité. On s'est tellement trompé sur les pronostics, tu sais, que, Ouais, Oui. que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à prévoir cette saison. Ils ont par exemple Texas Tech, que moi je voyais bien tout faire, et puis Texas Tech qui ont chuté ce week-end. finalement, ouais. Donc bon, c'est ouvert. Je pense qu'ils ont leur chance à peu près dans tout, hein. Ils ont déjà eu des équipes correctes, hein. Ils viennent d'enchaîner Colorado, West Virginia, Arizona et Utah. Donc Mm. rien n'est interdit pour eux, hein. Ils peuvent y croire. On est d'accord. Bah, écoute, on suivra ça de très près pour voir justement ce genre d'équipe qui reste en plus invaincue, voir quand est-ce qu'ils vont tomber, s'ils vont tomber cette saison. Pour conclure donc sur cette première partie, je vais vous parler de mon coup de bambou.
J'en avais déjà parlé il y a les 2 semaines dernières parce que je l'avais mis en coup de cœur en plus, Carson Beck, lors du dernier match face à Florida State, parce que j'avais regardé le match et je l'avais trouvé très bon. J'avais quand même précisé, attention, le match juste avant face à Florida, il était passé un peu à travers. On sentait que ça commençait un peu à basculer au niveau de ses performances. Et là, clairement, il a totalement chuté. Alors, face à une équipe de Louisville très impressionnante, et Myler Moss qui fait un très très bon match. Mais rien que, déjà au niveau de ses stats, il fait des très bonnes stats. Il y a 23 sur 37, 248 yards et 2 TD pour 0 inter. Mais c'est au niveau de la gestion de la rencontre que je l'ai trouvé très impressionnant. Encore une fois, le, le mélange entre appel des jeux au bon moment et bien exécuté, ça a été très important. Et je parle de ça parce que justement, de l'autre côté, pour Carson Beck, ça a été totalement l'inverse. Il est totalement passé à travers de sa rencontre. Il finit à 25 sur 35, donc ça reste pas si dégueulasse que ça non plus. Au niveau du pourcentage, par contre, il a 0 interception, 0 TD pour 4 interceptions. 4 interceptions, il a même 5 interceptions parce qu'il y en a une qui a été sauvée par un flag, par un arbitre. Clairement, j'ai regardé le match, les 4 interceptions, c'est 4 mauvais choix. Hein. C'est pas des interceptions où il envoie des balles où il y a 3 défenseurs autour, il tente 2 fois de suite la même passe en 1 contre 1 alors que le receveur n'a pas du tout fait la différence. Et c'était pas spécialement, il n'y avait pas non plus un mismatch ultra intéressant. Je sais pas pourquoi il va chercher 2 fois cette fenêtre-là. Enfin bref, il est totalement passé à côté. Justement, quand on passe à côté, on a tendance à vouloir faire des passes un peu plus intermédiaires ou des passes un peu plus simples pour, on va dire, reprendre un peu un gain de confiance quand le QB est froid. Alors, je sais pas si c'est les jeux qui ont été appelés derrière ou si c'est lui et les décisions, mais ça tentait derrière que des big plays alors que le mec, il vient de faire 2 interceptions d'affilée. Vas-y, calme un peu le truc, cours un peu, essaie des petites passes intermédiaires. Non, ça a rebalancé, ça a retenté des trucs. Et c'était un match vraiment catastrophique. Donc je tenais à le signaler parce que la week précédente, j'avais parlé en bien de lui. Et je suis très déçu qu'il nous sorte un match aussi catastrophique. Surtout une équipe de Miami qui était bien, qui était parmi les favoris pour remporter le titre en SEC. C'est dommage, ils étaient invaincus en plus, juste avant cette rencontre. Après, Louisville ne démérite pas, ils ont fait un très très bon match. Donc c'est toujours pareil, c'est quand l'équipe est un peu moins bonne, de l'autre côté, l'équipe fait aussi un bon match derrière. Leur fin de calendrier reste à leur portée, au vu de ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. Derrière, ils ont Stanford, SMU, Syracuse, NC State, Virginia Tech et Pittsburgh. J'espère qu'il va, lui, se relever directement dès le prochain match et l'équipe aussi en règle générale. Parce que moi, je les attendais assez haut, en tout cas dans la SEC et dans la ligue en général. Surtout avec le genre d'équipes comme ça qui sont une très forte ligne offensif et défensif. Souvent, c'est des équipes qui vont loin. Et je pense que Miami est bien armé à ce niveau-là. Donc ce sera à suivre. On verra ce que ça va donner dans les rencontres prochaines. Je ne sais pas si vous voulez préciser une petite chose sur Miami avant d'embrayer sur notre deuxième partie. Bon, Miami, c'est juste, voilà, c'est juste un mauvais match. Il n'y a pas non plus de quoi pour l'instant trop s'alarmer, je pense. Mais bon, voilà, pour l'instant, il avait fait un super début de saison. Il est passé au travers sur ce match-là. Peut-être qu'il avait justement pris un peu trop la confiance pour tenter des choses voilà, un peu trop difficiles. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi sous-estimer Miami pour le reste. Voilà, et on a vu surtout cette saison pas mal d'upsets. Je crois que j'ai vu une stat sur, sur les équipes top 10, les saisons, il y a quelques saisons, ça perdait quasiment jamais. Et maintenant, ça perd quand même de plus en plus souvent. Il y a quand même Ouais, beaucoup de bonnes équipes maintenant. Et les upsets enfin, déjà, les équipes sont quand même plus. Plus Il y a proche beaucoup d'équipes aujourd'hui. costauds, on va dire, qui sont capables mm, de faire tomber tout un à gros. fait, ouais.
Tout à fait. Et ben justement, pour embrayer, on va passer à cette deuxième partie. On va vous présenter donc 3 rencontres qu'on trouve les plus intéressantes pour la week précédente, en sachant qu'on a essayé évidemment de varier un peu les plaisirs et de parler un peu de tout le monde. On a 2 rencontres avec donc du coup 4 grosses écuries et 2 matchs très serrés. Et un match un peu moins serré, c'est le Un peu match coup de entre, cœur. voilà, entre UCLA et Indiana. UCLA, on en a parlé depuis le début de la saison, en mal au vu de la saison qu'ils font, et le choix justement de notre ami quarterback de l'ancien de Tennessee. De l'autre côté, Indiana est invaincu pour le moment. Ils sont en 7-0. Euh, Ils ont également un nouveau QB, mais on voit que l'adaptation est différente entre les deux équipes. Lui, justement, Mendoza, il vient de Californie. Il fait un très bon début de saison, très propre, très sérieux. Ils ont surtout réussi à avoir des matchs, j'appelle ça des matchs références, en battant quand même Illinois 63-10. Je précise, hein, 63-10 quand même face à Illinois. Hein. C'est pas rien. Derrière, en assumant et gagnant 20-15 contre Iowa, pour ensuite derrière faire l'upset justement face à Oregon et de gagner 30-20 en terminant du coup là, ce dernier match face à Michigan State qui est une victoire logique. Donc c'est une équipe d'Indiana très très sérieuse qui sont évidemment ultimes favoris face à cette équipe du CLA qui est catastrophique, j'ai envie de dire, même si malgré depuis ils ont quand même enchaîné par 3 victoires, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, contre Penn State, Michigan State et Maryland, il me semble. Oui. Donc même s'ils sont un peu mieux, je pense que Indiana reste quand même grand favori et a une très bonne place dans cette Big Ten. J'ai juste envie de repréciser leur calendrier avant de vous laisser la parole. Donc après ce match face à UCLA, ils vont terminer avec Maryland, Penn State, qui n'est pas très très bien non plus, le Wisconsin et Purdue. Ça peut être une très belle fin de saison pour eux. Ça peut être un très beau prétendant aussi là, en Big Ten. On va commencer par toi. Du coup, Bertrand, dis-moi un peu ce que tu penses de cette rencontre et plus précisément, évidemment, d'Indiana qu'on a envie de parler. Alors du coup, moi, je vais peut-être avoir un peu plus envie de parler du UCLA, du coup, parce que je trouve que c'est assez rigolo. Ils ont fait un début de saison catastrophique, mais c'est encore mon côté un peu bucolique qui parle, parce que voilà, ils enchaînent 4 défaites, ils virent le coach, ils vont jouer contre un Penn State, bon, qui était déjà un peu en difficulté, mais qui était quand même dans le top 5, je crois, ou même voire un peu plus, et ils arrivent à les battre. Et puis depuis, ça joue plutôt bien, ça propose, on voit que les joueurs s'éclatent, on voit que le coach, qui est très jeune aussi, s'éclate. Et c'est peut-être la confiance dont ils avaient besoin, un système dont ils avaient besoin pour se remettre en route. On voit que le quarterback, je rappelle, qui était parti de Tennessee pour un gros chèque, même si du coup il touche un peu moins d'argent avec les taxes, mais qui était parti pour un gros chèque, Yamaleava, si je ne me dis pas de bêtises, reprend un peu du poil de la bête aussi, il recourt, il retrouve un peu ses jambes, la défense marche un petit peu mieux aussi. Donc c'est vrai que c'est une histoire très, très college football aussi. Alors c'est vrai qu'Indiana en face, c'est costaud, ça perd pas, ça va faire l'upset à Oregon chez eux. Ça a des matchs costauds, ça joue bien. Donc, je pense que ça peut être un match où, même si Indiana est clairement devant, attention à l'excès de confiance parce qu'on a une équipe là qui n'a plus rien à perdre, qui n'a plus qu'envie d'une chose, c'est de prouver qu'en fait, leur début de saison catastrophique, c'était vraiment une autre problématique, qui sont sur 3 victoires, donc qui sont aussi pleins de confiance. Ils vont jouer, c'est UCLA qui vient jouer chez les Hoosiers, donc forcément, ça joue aussi beaucoup. Mais voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, et en l'occurrence, UCLA, c'est des Bruins, donc c'est un ours. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours vraiment avant de l'avoir complètement tué, pour la peine. Attention au regain de confiance du côté du UCLA, même si, voilà, on ne va pas se mentir, même si notre côté spectacle college football et upset, on aime bien ça.
Ça me paraît compliqué pour UCLA, mais n'empêche que il faut pas avoir un excès de confiance du côté des Hoosiers et puis de pas vraiment arriver en mode c'est bon, on peut faire jouer les remplaçants, on va leur mettre une quiche et on n'en parle plus. Attention à ce match-là. C'est pour ça que c'est un côté coup de cœur, parce qu'on a voilà, d'une équipe qui revient, qui est un peu en rédemption comme ça, contre une équipe qui est en pleine confiance, qui est classée 2 dans le top 25. Donc voilà, c'est un peu le match des extrêmes. Et parfois, le match des extrêmes, bah, ça peut donner quelque chose d'un peu surprenant. Ce qui est intéressant, ce que j'ai précisé sur tes propos, c'est que, évidemment, on sait l'importance dans le sport, le momentum. Ils ont totalement le momentum en ce moment pour eux, UCLA qui viennent d'enchaîner 3 victoires d'affilée. Derrière Indiana, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus une très grosse université. Ils font pas partie des favoris. Je pense qu'ils savent justement comment ça fonctionne et à mon avis, c'est le genre d'équipe qui vont rester sérieux jusqu'à la fin. Après, on verra ce qui peut se passer. Ils savent que là, ils ont un ticket, ils vont pas le cramer avec des défaites bêtes comme ça. Enfin, c'est mon avis en tout cas. J'espère ils vont faire le taf, ils vont faire le nécessaire. Toi, Rosu, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Bah, moi, je vais m'inscrire un petit peu en faux, comme à mon habitude. Ouais, moi, j'ai Indiana. Bon, j'avoue que pour l'instant, je les ai pas vus beaucoup jouer. Je vois que leur quarterback, il est parmi les favoris du Iceman, donc tant mieux pour lui. Ouais, tout à fait. Mais bon, pour moi, Indiana, voilà, ils ont mis une claque à Illinois, c'est vrai. Euh, Ils ont battu Oregon, ouais. Bon, Not euh, impressed. not impressed, voilà. Voilà, donc moi je vais attendre et franchement ce match-là justement il me plaît bien parce que c'est un peu le match où, voilà sur le papier t'as une équipe qui est donnée genre numéro 2 je crois ils sont Ils sont C'est le deux, oui, ils numéro sont 2, classés ouais. deux. ouais voilà donc ça déjà lol vu leur record enfin bref ils sont donnés deux les autres ils sont non classés tout le monde se foutait de leur gueule au début de l'année puis là finalement ils ont l'air de repartir d'un bon pied à faire quand même des bonnes performances, moi j'ai trouvé. Donc ouais, moi je demande à voir le number 2 ce qu'il vaut. Parce que pour l'instant, en tout cas, je suis pas convaincu. Et ceci dit, même s'il pète UCLA, ça me convaincra pas non plus tant que ça. Donc je pense que en ce qui les concerne, Indiana, pour moi, on verra de quel bois ils se chauffent quand ils seront en playoff. Mais en attendant, vu leur calendrier, pour moi, voilà, jury is still out. Après, c'est sûr que tout le monde ne peut pas être en SEC et avoir un calendrier de fou furieux. Je rappelle quand même que l'équipe numéro 1 du pays, ça reste Ohio State. Ohio State, dans leur calendrier, à part avoir joué Texas, un Texas non plus pas exceptionnel en week 1, Oui. derrière, ils ont joué que des croquettes, hein, et ils sont numéro 1. Indiana, c'est quand même enfin, de base, c'est quand même une équipe moyenne, Non, mais normalement. enfin, Ohio State, tu sais quand même qu'ils recrutent, je sais pas combien de 5 étoiles tous les ans. Ouais, on Donc, sait. Ouais, bon, ouais, à la base, justement, ils ont un ils niveau sont quand même différent. censés Ouais, avoir des joueurs d'un autre niveau. on est Donc, d'accord, mais au final, pour Indiana, je pense qu'enchaîner Illinois, Iowa, Oregon et même Michigan State, c'est quand même enfin, c'est pas non plus un calendrier, C'est pas un j'ai envie de bah, calendrier dire, forcément simple pour eux, inexistant. C'est pas non plus simple pour eux. C'est quand même, mais moi, je c'est trouve pas que c'est un un énorme calendrier correct. calendrier non plus. C'est pas un énorme calendrier, mais ça montre quand même que si tu enchaînes avec un 7-0 avec ces matchs-là, c'est que tu es quand même costaud, je pense. oui, oui, puis surtout, Tu vois. bah, apparemment, c'est une équipe qui est surtout bien coachée. Apparemment, du fait que Penn State ait viré leur coach, ils ont refait signer leur head coach Signetti, justement. Mm. Pour le garder parce que effectivement c'est un programme qui construit bien et, et qui a l'air de jouer correctement donc c'est très bien pour eux mais de là à les mettre numéro 2 voilà j'attends quand même de voir un Ouais, peu ça autre c'est un chose peu. quoi. Pour moi c'est un peu survendu comme voilà ils ont battu Oregon qui était classé troisième quand ils les ont battus mais je m'excuse mais enfin là gros lol quoi. Ouais. Donc Oh, euh, donc d'accord, bon ce top 25, c'est tout le temps un peu particulier, hein, ça on le sait depuis un moment. Voilà, mais cela dit, je dis pas non plus que si ils avaient Alabama et Texas A&M demain, ils se feraient ridiculiser, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais en attendant, j'aimerais quand même bien le voir avant de dire que c'est des numéros 2 en puissance, quoi.
On est d'accord. Bon, je pense que pour une paire d'équipes, si on devait s'attarder sur le top 25, on pourrait même faire un podcast dessus, je pense. Ouais, bah on voit qu'il Euh, y a plein de gros qui en sont déjà fait upset, hein. Par exemple, mm, tu discutais de Miami justement le coup d'avant. Personne ne voyait spécialement Miami chuter à domicile en plus. ah bah ouais. Donc voilà, tout est possible. Mais bon, c'est vrai que si tu as une équipe qui est bien coachée et qui est sérieuse, ça fait déjà quand même une grande partie du boulot, hein. Tout à fait. Et ben justement, pour parler de ce genre d'équipe, donc ce deuxième match qu'on voulait vous présenter, ça va être un très beau duel entre deux équipes qui sont à 6 victoires et une défaite. Deux équipes de la SEC, donc c'est Oklahoma qui reçoit Ole Miss. Euh, comme vous avez dit, donc Oklahoma sort d'une victoire face à South Carolina. Leur première défaite de la saison et donc face à Texas, on a eu aussi l'occasion de vous en parler dans les podcasts précédents. De l'autre côté, c'est Ole Miss qui sort pour l'instant de sa première défaite face à Georgia. Je vous en ai parlé juste avant et qui a malheureusement craqué dans ce dernier quart-temps face à une très belle équipe aussi de cette saison. C'est un des matchs les plus serrés. Effectivement, il y a un petit avantage pour Oklahoma étant à domicile. J'ai vu les deux équipes jouer. Moi, personnellement, je donnerais un petit avantage à Ole Miss quand même. John Mathier qui revient un peu mieux aussi après sa blessure, le fait qu'il est revenu peut-être un peu trop tôt. Du coup, on va commencer par toi, Rosu. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Bah, moi, j'ai une matière, j'ai eu j'ai eu l'occasion de le voir de près Ah bah, l'année tu l'as vu de près, dernière. toi, ouais, c'est vrai, pour le coup. Ouais, je pense que, en tout cas, ils ont bien fait en sorte de le protéger. Et franchement, il a bien joué. À chaque fois, il s'échappait bien quand il fallait, sans se faire trop dégommer. Bah, en plus, Dylan Stewart était blessé, donc il n'a pas beaucoup joué. Enfin, Ouais. il s'est blessé pendant le match, donc au final, il n'a pas beaucoup joué pendant le match. Donc ça a aussi aidé Oklahoma. Mais en tout cas, franchement, il a fait le taf, John Mathieu, sans voilà, chercher des trucs improbables. Et voilà, c'est passé tranquillement. Donc moi, j'ai pas vu en tout cas un mec qui avait l'air à moitié blessé, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression qu'il a donné. Donc voilà, grosse D-line à Oklahoma, j'ai trouvé. Donc Ouais. on va voir. Enfin, faut dire que notre O-line ne fera passer pour une grosse D-line n'importe qui, tu me diras. Mais bon, en tout cas, ils ont fait le boulot. Et, mais comme tu dis, voilà, ils ont perdu le match d'avant contre Texas. Donc, bon, voilà, c'est Oklahoma, c'est typiquement une équipe, on ne sait pas trop ce que ça vaut d'un match sur l'autre. Pour le coup, voilà, je serais un peu quand même tenté de donner le bénéfice du doute à Ole Miss, sans parier toutes mes économies dessus non plus. Mais ça fait partie de ces matchs justement intéressants voilà, de deux bonnes équipes en tous les cas. Et je pense qu'on verra de la belle attaque. Et voilà. Moi, en tout cas, Mathieu, je l'ai trouvé bien, hein, dans le dernier match. Donc, C'est un donc, très beau duel, je pense encore. ouais. Cette rencontre. Mais il faudra qu'on en parle un jour de tes économies, parce que tu as l'air d'en parler souvent. Je pense que tu as un bon petit pactole de côté quand même. Ouais, Il bah, n'ose si pas les jamais mettre à chaque Il fois. n'ose pas les si- mettre à chaque fois, je pense qu'il ouais, doit être costaud quand même. c'est pour ça que j'en ai encore, Ouais. parce que Ah bah ouais, Parce j'ai qu'ils pas, prennent pas de pas paris, justement, justement. il je aimait fais pas pas de paris. souvent. Ouais. Il aimait pas Je fais souvent pas ses de paris. économies. C'est pas de Bon, bonne année qu'on sera sponsorisé par des, c'est par des trucs de paris. c'est tout à fait ça. Vu nos prédictions du début de saison, je pense que si on fait Je les pense comptes que à la c'est fin de mieux comme saison, Bon, ça, je ouais. pense que je pense qu'on n'est pas les seuls à ce niveau-là. C'est un peu Ah, gouré bah, sur les prédictions. faudra peut-être qu'on réécoute ce qu'on a dit au début de saison et puis à la fin de Ouais, saison pour faire ça, un comparatif on pour fera, Ah, mais rigoler. c'est un c'est- petit, c'est un pour petit ça que récap. la People, ils font des standings de merde. Comme ça, les gens croient que number 3, mon numéro 3, il va gagner facile contre Ah un bah mieux ouais, c'est classé. ça. Et en fait, c'est du bidon. C'est pour faire perdre Voilà. les gens. Et eux, ils parient sur les upsets et ils gagnent plein d'argent. Je pense que c'est un complot, en fait. Ils sont trop malins. Bon, toi, du coup, Bertrand, je sais pas si tu as des petites économies de côté et que tu mets. Est-ce que tu comptes les Pas mettre sur sur les ce paris match? non plus. Non, Non non, plus, ouais. ni sur ce match, ni sur aucun, de toute Euh, façon, tu cette année, d'une manière tu générale. m'étonnes. Non, mais enfin, je rejoins un peu Rosu. Moi, Oklahoma, ça m'impressionne pas vraiment. Ils ont quand même pas eu un calendrier compliqué, je trouve. Alors, même si on est d'accord, ils jouent en SEC et que c'est toujours facile. Enfin, pas facile, justement. Bon, ils ont une victoire contre Michigan, mais qui était classé 15 à l'époque, mais on Ouais, voit où ils sont Michigan. aujourd'hui. Ouais. Ils ont une victoire contre Auburn, mais voilà, c'est pareil. On peut voir ce que ça donne aujourd'hui.
Le seul match vraiment de leur saison qui comptait depuis le début de la saison, c'était contre Texas et ils l'ont perdu assez lamentablement face à une équipe de Texas qui est quand même pas ce qui était annoncé, clairement. Parce que, je rappelle, avant le match avant le Red River Rivalry, moi je faisais pas le malin pour Texas, pour la peine, loin de là. Alors après, c'est sûr qu'ils se sont bien relancés contre South Carolina, mais bon, on va pas revenir dessus parce que c'est plus South Carolina qui, je pense, est passé un peu au travers plutôt que Oklahoma qui a été extrêmement fort. Un peu, Et voilà, Oklahoma, je pense qu'ils sont pas super bien coachés. Brent Venables, moi, c'est pas. Bon, déjà, je les porte pas dans mon cœur, mais bien évidemment, mais Brent Venables, il est pas extraordinaire. Et quand il est dans des matchs un peu compliqués, il trouve pas forcément de solution. On l'a pu le voir contre Texas. Et puis Ole Miss en face. Ouais, je pense que c'est un match où ils vont avoir à cœur de prouver qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont quelque chose à jouer cette année. Ils proposent quand même quelque chose de correct. Et puis, comme a fait Texas contre Oklahoma, s'ils arrivent en défense à mettre la pression sur John Matir, comme on a pu le voir, alors même s'il avait sa blessure à la main et compagnie, dès qu'il y avait un peu de pression, c'est parti quand même un peu en cacahuète. Il s'est quand même fait intercepter 3 fois. Contre Texas, donc c'est pas rien. Donc s'ils arrivent à bien gérer le fait qu'il sort pas de sa poche et à lui mettre la pression, je pense que le match est loin d'être joué. Clairement, le match est loin d'être joué. Et puis voilà, s'il faut choisir, de toute façon, comme je n'aime pas les Sooners de manière globale, on va partir sur les Rebels, c'est mieux. Surtout qu'en plus, offensivement, ils font le taf pour le coup. Je les ai vus, c'est impressionnant. Justement, c'est un terme un peu qu'on a pas mal utilisé, ça, c'est les appels de jeu. Pour le coup, les Rebels, c'est plutôt pas mal. Très bonne variété, et il suffit qu'ils arrivent justement, comme tu le dis, à mettre une bonne pression sur Matir pour après faire le taf derrière offensivement, et ça pourrait leur faire du bien après cette défaite malheureusement qu'ils peuvent la prendre pour eux, clairement, parce qu'ils ont craqué dans le 4e quart-temps. Ça pourrait les remettre sur le bon rail pour viser, pourquoi pas, une finale de division. Je sais pas ce que vous en pensez, de conférence. Qui est au-dessus là actuellement en SEC? Alabama pour moi. Ouais, mais Alabama, Ole Miss, non? Ouais. Georgia déjà pour commencer. Georgia, Texas A&M aussi. Ouais. Il y a du monde quand même. Il y a du monde pour l'instant. Ouais, j'avoue, je m'en peut-être pour le Miss, mais il y a c'est ouvert. Ouais. Alabama, ils étaient moins bien et ils sont revenus en fait. Texas. Ils étaient moins bien leur premier match, mais depuis, ils ont envoyé du lourd. Même le Ty Simpson d'ailleurs, qui est lui aussi justement dans les discussions Iceman, il est très bien, très bien placé déjà. Et apparemment, voilà, ce que j'en ai vu et de ce que j'en lis, en tout cas, il est quand même l'air d'être très très bon cette année. Donc ouais, moi, en tout cas, Alabama, pour l'instant, c'est mes petits favoris en SEC. Et j'aurai l'occasion de les voir de près samedi. En plus, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Au moins, tu vas les voir jouer, c'est quand même cool. Mais justement, pour rester dans le thème, on va rester sur la SEC et on va vous parler de cette dernière rencontre qu'on a décidé de vous présenter. C'est LSU qui est en 5-2 pour le moment et qui accueille Texas A&M, qui est une des équipes qui est toujours invaincue en 7-0. Ils sont même en 4-0 en SEC, plutôt sympa. Ils ont enchaîné c'est pas non plus un calendrier de fou pour Texas A&M pour le moment, où ils ont joué un Notre-Dame qui est pas exceptionnel et ils ont gagné d'1 point. Florida qui c'est pas non plus la folie non plus. Derrière, Auburn, c'est un match pas facile non plus, un petit 16-10. Derrière, ils commencent à avoir un calendrier un peu plus compliqué avec l'enchaînement LSU, Missouri, South Carolina. Malheureusement, on s'attendait un peu à mieux. Samford, et ils finissent par Texas, on s'attendait un petit peu à mieux aussi. Donc ça reste un calendrier plutôt favorable pour Texas A&M. De l'autre côté, LSU qui a gagné des matchs, je les ai vus le dernier match contre Vanderbilt, ils m'ont vraiment pas impressionné. Je trouvais que c'était vraiment un petit LSU.
Après, Vanderbilt aussi, avec son cœur et leur hargne qu'ils ont habituellement, et l'ami Diego qui est aussi annoncé dans la course Weissman, il fait encore un très très bon match. Ouais. Enfin, il joue comme un running back après. Il adore courir le tête en avant, mais bon. Ouais, non, mais justement, c'est que il joue comme un running back, mais il sait faire la Ouais, passe quand il faut la faire, donc ouais, et ça c'est c'est bien. dangereux. Mais tu vas pouvoir, Et tu vas pouvoir en faire les frais bah justement, prochainement, je En vais le voir en direct. direct. Ce qui m'a impressionné par contre, c'est quand même, c'est au vu de sa taille aussi. On est habitué à avoir quand même des QB beaucoup plus grands et un peu moins mobiles. Lui, il est quand même très vif, très mobile, très mobile. Il arrive bien à se remettre sur ses appuis pour lancer la balle un peu partout où il veut sur le terrain. Ça, c'est quand même impressionnant, mais on aura l'occasion d'en reparler dans Vanderbilt, je suppose. Cette rencontre, LSU est quand même à domicile. Euh, Malgré ça, c'est Texas A&M qui reste un petit peu favori, même si le match reste très serré dans l'ensemble. Pour moi, au vu de ce que j'ai vu des deux équipes, Texas A&M est, je pense, favori dans cette rencontre, malgré le fait qu'on soit à LSU. Surtout à Hannes Meyers qu'on s'attendait mieux quand même au global pour lui cette saison. On va commencer par toi, du coup, Bertrand. Qu'est-ce que tu penses de cette dernière petite rencontre? Eh ben, alors c'est un peu compliqué parce que voilà, Texas A&M, moi je trouve, alors effectivement ils sont à 7-0, mais comme on disait tout à l'heure, je suis pas impressionné non plus par leur parcours. Ouais, Ils ont quand même un calendrier, somme toute, voilà, une victoire contre Notre-Dame d'un seul point. Ils survivent contre Arkansas. Bon, c'est une rivalité avec Arkansas, mais ils survivent contre Arkansas de 3 points dans un match où je les ai pas sentis vraiment très dominants. Enfin, c'est une équipe d'Arkansas qui est quand même pas dans le haut du tableau ces derniers temps. Pareil contre Florida, bon, ils gagnent chez eux contre Florida, mais c'est pareil, c'est pas non plus. Enfin, il y a pas une domination un peu outrecuidante comme ça qui fait que je pourrais dire aujourd'hui clairement ils vont gagner ce match. Parce que les Su en face, bah, c'est pareil, c'est un peu les montagnes russes, ça passe à travers dans les matchs où on les attend. Ça perd des matchs, on ne sait pas trop comment, et puis des fois, ça peut ressortir un match un peu plus propre. Donc, je pense que c'est un match qui reste ouvert. Là où il va y avoir une grosse différence, je pense que c'est la défense de Texas A&M qui est quand même, à mon avis, un peu supérieure à l'attaque des Tigers et qui va réussir à la contenir de manière un peu plus probante. Bon, ça me fait toujours du mal de dire du bien aussi des Aggies, hein, parce que ça ouais. reste un concurrent direct, même si voilà, pour la peine, ils sont à 7-0 cette année, ça joue plutôt bien, mais c'est pas. Ouais, je suis pas convaincu d'une dominance extrême des Aggies pour le moment, même si effectivement Pareil. ils roulent un peu, enfin ils roulent pas sur tout le monde, mais ils finissent par gagner. Alors c'est aussi ça, hein, les grandes équipes, parfois c'est de gagner les matchs où on les attend pas trop, où ils ont une adversité un peu plus costaud. Et c'est aussi ça la marque des grandes équipes, d'arriver à gagner les matchs contre des équipes qui jouent leur va-tout et qui n'ont rien à perdre. Bon, là, il va falloir taper du poing sur la table, je pense, et, parce qu'aller jouer à bâton rouge chez les Tigers, c'est une ambiance aussi un peu différente. Ils sont attendus, donc je pense que le public va être au rendez-vous. Donc ça va être aussi, ça va pas être simple forcément pour les Aggies et c'est pas gagné d'avance, quoi. Là, pareil, je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que là, du coup, Texas A&M, pour l'instant, est classé numéro 3. Mm. Le top 3, franchement, c'est pas le top 3 que je mettrais. Moi, c'est pas les trois équipes, ce soit donc Ohio State, Indiana et Texas A&M, c'est vraiment pas les équipes qui m'ont le plus impressionné. Non, Alors, bon, ni c'est dans des le jeu, équipes qui ni sont dans invaincus, mais, mais ils n'ont pas vraiment de match référence, ils n'ont pas vraiment joué de gros, ils n'ont pas vraiment prouvé, comme tu dis, leur domination sur des rencontres. Ouais, au State, c'est un peu différent quand même. Je pense que quand ils vont avoir des gros, ils vont faire le taf, mais pour le moment, les trois m'ont pas trop impressionné. Je sais pas, toi, du coup, Rosu, ce que tu en penses. Bah, moi, j'aime bien Texas A&M. Évidemment, il le fait exprès, de toute façon, au bout d'un pourquoi moment. j'ai posé la question? Je pense que c'est, voilà, faut arrêter de lui poser des questions. Je pense que C'est ça. clair. Fallait pas l'inviter, comme dirait l'autre. Ouais, fallait pas l'inviter. C'est pour les plus vieux d'entre nous. Mais ouais, non, moi j'aime bien Marcel Reed, en tout cas avoir joué. Et puis j'aime bien aussi Alessio, cela dit. Donc,
Donc oui, avoir un match intéressant. Si vous avez des économies, eh bien, gardez-les, ne les mettez pas sur ce match. Tout à fait. Suivez pas Sauf nos si, conseils, surtout. sauf si vous ne voulez plus en avoir. Donc ouais, un match ouvert. Un Texas A&M qui va devoir prouver. Euh, je pense que voilà, il y a pas de raison spécifique. Enfin, en tout cas, c'est pas impossible qu'ils y arrivent. Juste par contre, en ce qui concerne LSU, si LSU perd ce match-là à domicile, par contre, C'est ça compliqué. va gueuler très fort dans le bayou pour notre ami Chip Kelly. Ouais. Donc lui, il pourrait bien être très près de la porte en cas de défaite. Donc je pense que c'est surtout ça l'intérêt du match, entre guillemets, c'est plutôt l'avenir de Chip Kelly en fonction du Mm. résultat, plutôt que plutôt que par exemple une défaite de Texas A&M, ça les met pas complètement à la ramasse non plus, hein, Hors ils course. auront le temps de se rattraper. Donc voilà, je pense que Texas A&M, ils peuvent quand même y aller largement plus relâchés, alors que LSU, ils sont déjà dos au mur. Donc, Alors, c'est Brian Kelly, hein. Chip Kelly, c'est un autre coach, quoi. pardon. Non, Tout à juste fait. pour préciser Ouais, qu'il non, mais t'as n'y raison, ait t'as pas raison, t'as de. raison. Mais effectivement, J'ai, ça sent mauvais j'ai pour mal. lui, quand même. Tout à fait. Bah, écoutez, je pense qu'on a été assez clair sur la plupart de ces rencontres. Pour conclure assez rapidement, je vais vous citer quelques matchs qui pourraient être cool quand même à voir, qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir en parler. Je pense que Rosu pourra nous en parler la prochaine week, mais le Alabama South Carolina, je pense qu'il va quand même être cool à regarder. Je sais pas pour quel supporter, mais je pense que Ça ça peut être dépend de quand même... voilà, quel côté tu te Voilà, trouves. ça peut être quand même un bon petit match. Derrière, le Missouri Vanderbilt peut être cool également à voir. BYU contre Iowa State, ça peut être également sympa à regarder. On a Texas contre Mississippi State. Ça peut être très sympa à regarder, ça, si vous aimez Ouais, bien Pareil, les ça upsets dépend et de que vous quel avez côté. quelques économies et que vous voulez en faire quelque ouais, chose. je suis pas sûr. Aimez le Ouais. Mississippi. Est-ce qu'on va enfin avoir, j'ai envie de dire, le réveil d'Arch Manning et de l'attaque des Longhorns, mais en soi, je sais très bien que même si jamais il fait un gros match derrière, ça va repartir dans les travers. Ils ont du mal à être réguliers pour le moment. Bon, on va pas trop s'attarder sur non plus, mais derrière, bon, ouais, Wisconsin, Oregon, Stanford, Miami, je pense qu'on a fait le tour. Tennessee, Kentucky, ça peut être cool. Et puis il y a Houston, Arizona State également. Ouais, Voilà et puis quelques la matchs. rivalité Michigan State aussi, Ouais, qui est Michigan, toujours assez Michigan State, c'est intéressant à regarder, toujours qui cool donne à des fois des regarder matchs aussi. un peu spectaculaires et un peu envenimés de temps en temps, donc c'est rigolo. Tout à fait. Donc vous Mais l'avez bon, là, on voit compris. qu'on arrive quand même dans le dur là, de la saison. Ouais, Il y a Ouais. quand même beaucoup de mm, gros matchs dans des équipes qui jouent ouais, encore quelque chose. Donc, ça, c'est cool. tout à fait. Euh, Donc ça c'est met du piment. exactement ce que j'allais vous dire en plus. Donc vous l'avez compris, il y aura encore pas mal de choses, je pense, à parler pour la semaine prochaine. On a encore des belles rencontres en prédiction et en plus, sans savoir des upsets potentiels ou des belles performances de X joueurs. Ça va être cool encore de pouvoir échanger ensemble là-dessus la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné et merci à vous de nous écouter et d'être régulier à ce niveau-là. Du coup, on vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée selon laquelle vous écoutez ce podcast et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao, et ne faites pas confiance au top 25. Tout à fait. On vous fera un podcast exprès pour vous signaler ça, il n'y a pas de problème. Merci bien.